bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, je remplace Sophie-Claude Miller. Des commentaires de personnalités publiques au Québec au sujet des manifestations de solidarité pour Wet'suwet'en ont suscité des réactions négatives chez les dirigeants des Premières Nations. Et au moment de l'enregistrement de cette émission, les barricades de l'Estigouche et celui de Kahnawake attendent des nouvelles de la nation Wet'suwet'en concernant les négociations avec le Canada. Voici un résumé des événements récents par Lindsay Richardson. Irresponsable, incendiaire, insouciant. Ce ne sont quelques termes utilisés pour décrire les récents propos de François Legault recueillis par les journalistes présents à l'Assemblée nationale au sujet du blocus à Kahnawake. The police, they have to dismantle the barricades, but they have to be careful because we have some information about the fact that there are some offensive guns that are on the reserve. Et cela malgré qu'il a reçu l'assurance à plusieurs reprises que les manifestants n'étaient pas armés. There's no armaments, there's no arms or anything like that. Les préoccupations de M. Deere sont partagées par les chefs du Conseil Mohawk. Ces derniers ont tenu une conférence de presse pour répondre aux propos du premier ministre. When you make statements like that, they cannot be taken back, and it could cause, a very damaging effect, and it could have very negative implications that none of us want. Le Conseil Mohawk de Kahnawake croit que François Legault sème la peur afin de forcer l'intervention de la police provinciale. Les Peacekeepers de Kahnawake ont le mandat de faire appliquer l'injonction accordée au chemin de fer canadien Pacifique Limité et le Conseil a l'intention de contester l'injonction. People have this persona of us standing there with guns and arms and, then the pressure is going to be, well, just do what you did in Tyendinaga on Monday. And that's not what we want to see. Voici à ce sujet les propos de Ghislain Picard, chef de l'APNQL. Dans sa déclaration, il affirme que François Legault continue de privilégier une approche de confrontation et d'oppression. Il insiste sur le fait que sa conviction manifeste que la loi des Blancs est supérieure à celle des Premières Nations. François Legault n'est pas la première personnalité publique québécoise à avoir été réprimandée par M. Picard. Pas les moyens, Luc. Il a pris la parole la semaine dernière lorsque Luc Lavoie, analyste d'une station de radio montréalaise, a proposé d'avoir recours au meurtre pour mettre fin aux barricades. Ton petit 38, là, ou je sais pas quoi, ton 45, là, ton Glock. C'est un coup de 45 entre les deux yeux que tu réveilles. Non, mais là, c'est parce que... tu t'endors pour longtemps. Les dirigeants des Premières Nations estiment que ces propos constituent un discours haineux et qu'ils ont pour objectif de sèmer la peur, comme le commentaire du premier ministre Legault. I have a hard time imagining that the peacekeepers would do anything that would provoke a confrontation. They're wiser than some other police forces. Les Mohawks de Kahnawake maintiennent catégoriquement que la violence et la mauvaise volonté politique risquent de faire monter les tensions bien avant les défenseurs des terres autochtones le fassent. Pendant ce temps, les militants Mi'kmaq de la Première Nation de l'Estigouche bloquent toujours les voies ferrées en dépit d'une injonction de la Sûreté du Québec, selon laquelle ils ont 10 jours pour quitter les lieux. We're just claiming what we rightfully own. We're not trespassers. Nobody's a trespasser. Every one of those blockades, no one is a trespasser. The trespassers are the federal and provincial governments. Les occupants des barrages Mi'kmaq et Mohawk jettent des regards inquiets vers l'ouest du pays, là où 2 demandes importantes les chefs héréditaires Wet'suwet'en ont été satisfaites. La GRC a cessé ses patrouilles sur la voie de desserte Maurice River Forest et Coastal GasLink a interrompu ses travaux de long du trajet de l'oléoduc pendant la réunion de 2 jours. Selon Mark Miller, ministre des Services aux Autochtones, les pourparlers sont essentiels afin de désamorcer les manifestations de solidarité et les blocus. There's some very important underlying rights that were being advocated for. There were solidarity movements. There are solidarity movements across the country, but we as a nation can be one that is a dialogue and peaceful, and it's a very important first step. But it is very much the beginning. Selon Charlie Angus, député néo-démocrate, ces négociations constituent une occasion pouvant marquer un tournant décisif dans les relations entre les nations. The Prime Minister can't just waddle along and hope this will go away. This is a moment for Canada to wake up, to take these issues seriously, and to try and find a way forward with respect. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Récemment, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador a réuni tous les chefs.
Il a été question des besoins que les Premières Nations ont formulés auprès de plusieurs ministres. Il a été question de relations avec le gouvernement du Québec, la loi concernant les enfants en lien avec la loi C2, de la Commission Vient, également de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Le ministre des Services autochtones, Marc Miller, est venu rencontrer les chefs. Aussi, des états de situation ont été présentés par les organismes autochtones concernant la langue et l'éducation, mais également une association de pompiers. Je pense à 92, la loi C-92 sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations. C'est contesté par le Québec, donc on doit s'assurer que le gouvernement fédéral est dans notre camp, que le gouvernement fédéral va prendre position pour nous appuyer. Question du logement, question de l'éducation. Et tous ces sujets-là sont des priorités au niveau national, mais il y a quand même des réalités régionales dont il faut tenir compte, et ça prend un engagement clair avec le gouvernement fédéral. Le mois dernier, APTN s'est penché sur l'histoire tragique des enfants atikamekw disparus dans le nord du Québec. Bon nombre d'entre eux ont été enlevés dans des hôpitaux et ne sont jamais revenus. Dans bien des cas, les familles n'ont pas accès aux dossiers médicaux. Selon les familles et les dirigeants concernés, le projet de loi proposé qui vise à améliorer l'accès à l'information ne va pas suffisamment en profondeur. Un reportage de Lindsay Richardson. On ne demande pas grand-chose, là. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, s'est présenté à l'Assemblée nationale pour déposer une demande de révision d'un projet de loi sur l'accès à l'information qui pourrait déterminer l'avenir de douzaines de familles atikamekw vivant au Québec. Je pense que tout le monde a jugé que être inséré comme accessoire dans un projet de loi comme celle sur la pharmacie n'était pas le meilleur véhicule, et principalement dû au fait que les familles trouvaient que ça n'apportait pas la dignité nécessaire devant les drames que ces familles-là ont vécus. À la suite de l'indignation des familles atikamekw, dont les histoires de leurs enfants portés disparus ou pris en charge par l'État ont été relatées dans le rapport de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées du Québec, le projet de loi 31, présenté par le ministre de la Santé du Québec, a été modifié discrètement pour répondre aux préoccupations relatives à l'accès de certains renseignements et services. Mais, selon les défenseurs, toutes n'ont pas été abordées. Nous les avons lus, étudiés, et ça ne nous convient pas. Récemment, les membres des familles Ottawa et Dubé, qui ont longtemps cherché des renseignements sur les enfants en bas âge portés disparus, se sont directement adressés aux médias du Québec. Une famille de Manawan a eu recours à d'autres moyens pour manifester son soutien. Non au projet de loi 31. La source du litige entre les parties concerne l'absence de consultation. M. Picard a été mis au courant des modifications apportées lorsqu'il a été directement contacté par les membres de l'opposition. Il a ensuite communiqué avec les familles qui craignent que le projet de loi soit adopté tel quel. Il y a eu évidemment des processus assez expéditifs pour permettre à ces familles-là et plusieurs autres de se consulter et de voir quel serait le meilleur véhicule pour répondre à leurs attentes. Le mois dernier, la chef de l'opposition, Manon Massé, et le porte-parole de l'opposition en matière de santé et services sociaux, Saul Zenani, ont consigné une lettre ouverte demandant l'abrogation immédiate du projet de loi 31 en faveur d'un projet de loi distinct permettant aux familles d'accéder aux renseignements personnels des enfants autochtones disparus ou décédés après consultation avec les Premières Nations et la prise en compte de leurs priorités. La façon de faire les choses, le moyen, est aussi important que le résultat du projet de loi. Peu de temps après cette allocution publique, un reportage de Radio-Canada a révélé que Pierre-Paul Nicoué, le porteur du dossier des enfants disparus de Manawan, est inscrit dans le registre national des délinquants sexuels. Le conseil de bande de Manawan, ni la famille Dubé, n'ont pas voulu commenter l'affaire. Il y a une belle opportunité aujourd'hui pour le gouvernement de M. Legault de passer de la parole au geste, de passer des excuses du 2 octobre à un premier geste concret qui démontre sa sincérité.
Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, on vous parle d'une conférence organisée par certaines Premières Nations qui sont en faveur de l'exploitation du pétrole et du gaz. Restez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En raison du récent conflit impliquant la nation Wet'suwet'en, il est facile d'oublier que bon nombre de Premières Nations sont en faveur de l'exploitation du pétrole et du gaz. Le message qui est ressorti d'une récente conférence organisée par 2 organismes autochtones, c'est qu'il est possible de créer des retombées économiques tout en respectant l'environnement. Chris Stewart d'APTN était sur place. Plus de 300 personnes ont pris part à la conférence portant sur la participation autochtone et les projets d'envergure qui a eu lieu à Calgary. Étaient présents des chefs, des investisseurs et des représentants d'entreprises qui dépendent du pétrole et du gaz de partout au pays. L'objectif était de discuter et de trouver le meilleur moyen d'investir. Charlene Gale, présidente de la Coalition en faveur des projets majeurs des Premières Nations, était co-animatrice de la conférence. One of the major challenges for First Nations is access to capital and finding financing at low interest rates so we can be successful at owning businesses. So part of the process here today is to have that discussion. I think that when First Nations are involved in economic opportunities in their communities, they're really able to build up their infrastructure. And when a First Nation community is doing good, so is a local municipality because we live there. L'autre co-animateur de la conférence était Stephen Buffalo, directeur général du Conseil des ressources indiennes. Il affirme que la décision de Teck Resources de ne pas donner suite au projet de mine frontier dans le nord de l'Alberta nuit aux gens qui auraient des avantages à en tirer. It's unfortunate Teck Mine did not go forward as of yet, but the opportunities can still be there. Maybe there's a different organization that would step up and see possibility if they can continue to do that work. The benefits are not only to the federal government and the provincial government through tax revenue, but First Nations in general. Delbert Wapas est le fondateur du projet de réconciliation. Il convient également que le retrait de Teck Resources du projet de mine frontier aura de fâcheuses conséquences. M. Wapas affirme que même si Teck Resources abandonne le projet, qu'il y a des barrages ferroviaires partout au Canada et que des investisseurs étrangers soutirent l'argent des sables bitumineux, son groupe souhaite toujours participer au projet. Yes, we're definitely on track and we're pushing hard, to have an equity stake, majority stake within a Trans Mountain pipeline. I think that we can't afford not to do it. When we look at the opportunities that are out there and we go back and we look at our communities and how they're hurting, I'm a firm believer that the economy and environment don't need to be at opposing ends. Chris Stewart, Nouvelle nationale d'APTN, Calgary. La Cour suprême du Canada a tranché. Une décision historique en faveur des Inuits de la communauté de Uashat-Macmillan-Tenam et de la communauté de Matimekush-Lac-John contre les compagnies minières Iron Ore Company et Québec North Shore and Labrador. J'ai préparé pour vous un résumé du litige. Selon la Cour suprême, c'est une question d'accessibilité aux tribunaux. Les 2 compagnies minières opèrent sur le territoire des Inuits du Nitassinan au Québec et au Labrador, et ce depuis les années 50-60. La question de la juridiction étant réglée, le principal point du litige est à savoir si les compagnies minières ont causé préjudice aux Inuits sur leur territoire. En 2013, les 2 communautés de la nation Innu ont déposé une poursuite de 900 millions. Ils ont formulé 3 demandes: que les compagnies cessent les travaux liés au projet, demandent des compensations pour dommages et intérêts, puis ils demandent à la Cour une déclaration qui accorderait aux Inuits titres et droits ancestraux.
En 2015, les Inuits ont obtenu une première victoire quand ils ont reçu l'aval de la Cour suprême pour poursuivre les compagnies sans préalablement avoir obtenu un titre et des droits ancestraux. Ce jugement est d'une grande importance pour les deux communautés puisque toutes les nations autochtones du Canada pourront s'appuyer sur cette décision pour eux aussi poursuivre des compagnies privées opérant sur leur territoire. Et ce, sans avoir à dédoubler les causes pour chaque province où les terres autochtones sont touchées. Les juges ont statué que les Inuits et leurs activités ancestrales précèdent les frontières provinciales. Parallèlement, les discussions avec la compagnie minière IOC et les deux communautés, Uashat Makmelotenam et Matimekush-Lac-John, en vue d'une entente, se poursuivent. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, nous recevions dans nos studios de Ottawa d'APTN le chef Mike McKenzie et le chef Réal McKenzie à propos de ce sujet-là, l'exploitation minérale sur le territoire Innu du Notosinan. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En studio, nous sommes à Ottawa. J'ai le plaisir de recevoir Mike McKenzie ainsi que Réal McKenzie des communautés Uashat Makmelotenam ainsi que Matimekush-Lac-John. Kwe Nujmot. Kwe, bonjour. Kwe, Ujmashko. Tumandawahna. Ma première question s'adresse à vous, Mike McKenzie. Ce serait comment avez-vous pris la décision de IOC, le dernier jugement qu'il y a eu? On était extrêmement contents pour de la part de Inotweren, Ouahat Malitenam. C'est quand même un deuxième gain à la Cour suprême qu'on gagne. En 2015, c'était le premier gain. Par rapport, c'était de poursuivre une entreprise privée sans vraiment se faire reconnaître les droits et le titre aborigène des Premières Nations. Ça a été quand même un autre précédent pour l'ensemble des peuples autochtones au niveau du Canada. Puis le deuxième gain qu'on a eu ce vendredi, ça a été, on a gagné au niveau de, au-delà des frontières. T'sais, nos ancêtres, nos grands-parents parcouraient le territoire sans frontières. Fait que c'est un deuxième gain qu'on a au niveau, que ce soit au niveau frontalier. Ça, c'est quelque chose d'important. Autrement dit, n'importe quelle Première Nation pourra poursuivre une entreprise privée au-delà des frontières, que ce soit provincial ou fédéral. Vous, Réal McKenzie, comment avez-vous accueilli la décision? Je vais poursuivre dans la même veine que chef Mike McKenzie. D'abord, il faut souligner qu'effectivement, c'est une journée historique, il faut le dire, sans précédent, avec ce que chef Mike vient d'expliquer. Par-dessus ça, c'est sûr que pour toutes les Premières Nations dans ce pays, quand on parle de jurisprudence, on s'appuie sur ces causes-là, sur ces jugements-là. Donc, pour moi, ça interpelle en même temps dans ce jugement que quand on parle du dossier d'IOC, parce que c'est quand même un dossier qui date de longues années. Hein? On parle d'exploitation d'au-delà de 64 ans d'exploitation IOC. Dans les deux côtés de la frontière, hein? On parle du Québec et du Labrador, précisément plus à Shefferville. Alors, non, on est très, très content et heureux de cette décision venant de la Cour suprême. Est-ce que la voie juridique est la meilleure? Bien, actuellement, avec toutes les décisions qui se prennent au niveau, que ce soit au niveau des tribunaux, la revendication territoriale, il date de 1973. Fait que souvent, la plupart des Premières Nations prennent un peu la partie des tribunaux pour se faire prévaloir des droits et le titre aborigène des Premières Nations, que ce soit au Québec, peu importe, au Canada même. Fait que je pense qu'il doit y avoir une amélioration à être effectuée par les gouvernements fédéraux et provinciaux. Qu'en pensez-vous? Écoutez, ce que j'en pense, c'est que pour moi, ce qui me concerne, la voie de négociation est importante, à prime abord. Puis si on choisit, dans toute bonne cause, on a toujours un plan B, un plan A, un plan B. Donc, dans ce cas-ci, il ne faut pas oublier qu'on a eu 2 tables de négo avec IOC qui ont fait des échecs de mésentente où on n'a pas été capable de s'entendre. Donc, le plan B a été exécuté par l'assentiment des 2 chefs de poursuivre IOC.
Alors, je préconise toujours la voie de négociation, à prime abord, parce que c'est coûteux. Il faut tout regarder l'entourage de tout ce que ça peut coûter. Puis des fois, c'est long. C'est long comme décision à attendre quand ça va jusqu'à la Cour suprême. Donc, avec ces jugements-là, parce qu'il ne faut pas oublier que Québec aussi a le même jugement quasiment pareil quand on parle du côté Labrador, parce que c'est la même compagnie minière. Donc, ça force effectivement, avec un jugement, de revenir à la table et d'espérer qu'on va réussir à s'entendre. Oui. Je vais vous amener sur un autre sujet par rapport à la nation Wet'suwet'en. Que pensez-vous de tout ce qui se passe avec ça? Mais moi, je regarde au niveau de l'approche du gouvernement fédéral. Je pense qu'il a manqué un peu son approche par rapport aux Premières Nations. Je pense qu'il n'aura pas eu de barricade s'il y aurait eu comme un médiateur qui est nommé par le gouvernement fédéral. Il aurait pu nommer peut-être, comme on discutait cet après-midi, de Mme Wilson-Raybould, Jody Wilson-Raybould, qui est une ancienne chef des Premières Nations. Elle a siégé à la table des chefs. C'est un avocat autochtone, c'est un procureur général. Je pense qu'elle vient de la Colombie-Britannique. Ça aurait été quand même une candidate idéale pour avoir une équipe de médiation par rapport à l'impasse qu'on a actuellement au niveau de cette communauté-là. Vous, Réal, qu'en pensez-vous? Pour ma part, d'abord, il faut souligner que c'est un dossier très complexe parce que quand on parle dans l'Ouest, pour avoir fait partie un peu de la crise politique avec la nation Wet'suwet'en, on a marché d'ailleurs en mai dernier. Il y avait 10 000 personnes, autochtones, non autochtones, il faut le préciser. C'est pas juste la partie autochtone qui n'était pas d'accord avec le projet Pipeline. Donc, si on part à partir de ce moment-là, ce qui devient complexe, c'est la question des élections. Hein? Comme nous, par exemple, on est régi par la loi sur les Indiens pour élire un chef et les membres du conseil. Oui, il existe dans l'histoire, dans nos ancêtres, ce qu'on appelle des chefs héréditaires. Donc, la grande question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a eu vraiment, en matière, un bon processus de consultation, autant la population concernée et en même temps les chefs héréditaires, et qu'aujourd'hui, on dit qu'au-dessus de 20 communautés ont signé l'entente, qui acceptaient le projet. Donc, ce qui m'amène à vous dire, oui, sur la question de fond, je l'appuie parce que c'est une question environnementale, hein, la pipeline. Je me réfère à Standing Rock, même situation à Standing Rock. Oui. En conclusion, je dirais, j'appuie le fond. Maintenant, la question qui nous amène toujours, la division, tout ça, est-ce que ce sera réglé dans un avenir rapproché? Parce que, d'après moi, le dossier n'est pas encore réglé, à ce qui me concerne. Et aussi, je veux préciser, la position fédérale de Trudeau, comme le ministre aujourd'hui a dit, il ne faut pas compromettre, surtout pas, quand dans le premier mandat de M. Trudeau a dit il faut mettre en place réconciliation. Et il me semble dire qu'à cause de cette crise-là, on va peut-être pénaliser ou il n'y aura pas d'engagement à essayer de réussir notre mission de cette fameuse réconciliation entre les peuples autochtones et les non-autochtones. C'est ce qui conclut une nouvelle nationale d'APTN. Je vous remercie d'avoir été là. Yamé.